Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui et demain les chefs des forces politiques de l'Assemblée, Christian Jacob, Olivier Faure s'y rendra, Fabien Roussel ainsi que Julien Bayou. Qui ira pour la France insoumise? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est vous? Nous allons en discuter. Il est probable que ce soit peut-être moi comme coordinateur du mouvement et peut-être Mathilde Panot comme présidente du groupe, de l'actuel groupe que nous avions à l'Assemblée nationale. En tout cas, on va considérer l'invitation du président de la République. Vous vous y Moi, rendrez? j'ai besoin, je crois, mais j'ai besoin de savoir précisément ce qu'il attend de nous. Parce que s'il s'agit de venir sauver le soldat Macron en lui fournissant une majorité d'idées au cas par cas, où il viendrait nous demander à nous ce que nous pourrions partager avec lui et à d'autres, par exemple à la droite, LR, ce qu'il pourrait faire avec eux, au total, ça consisterait à aider Emmanuel Macron à appliquer son programme. Et nous n'avons pas été élus pour cela. Qu'est-ce que vous lui demanderiez si vous l'avez face à vous demain? Écoutez, je crois que nous sommes dans une crise politique profonde. C'est la première fois qu'un président de la République élu au mois d'avril n'a pas la majorité en juin et avec une telle déroute. Il a perdu un nombre de députés extrêmement conséquent. En 2017, sur sa seule étiquette La République En Marche, sans ses alliés, il avait une majorité absolue confortable de 316 députés. Aujourd'hui, avec tout ce que représentent ses alliés de ce qu'il convient d'appeler maintenant ensemble, il n'a même pas la majorité. Donc c'est une crise, d'abord c'est une défaite électorale pour lui, qui montre qu'il n'y a pas de majorité pour appliquer son programme et il doit s'en rendre compte. Ce que nous avions dit au mois d'avril, que beaucoup d'électeurs avaient utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron contre l'extrême droite, contre Marine Le Pen, se vérifie. Il n'y a pas de majorité sociale dans ce pays pour appliquer son programme. Donc nous pourrions lui proposer peut-être d'en appliquer un autre, mais je ne vois pas que ce soit sa volonté. Mais au-delà de ça, je crois que... Et vous n'avez pas les moyens de le lui imposer non plus. Bah non, mais bon, Votre programme. puisqu'il nous Vous n'êtes demande pas notre avis, majoritaire. s'il nous le demande, bah on va lui donner. Par contre, une chose qui me paraît importante de dire, c'est que le paysage politique issu de l'élection présidentielle, et il se vérifie à l'issue de ces législatives, il est en effet partagé en trois blocs politiques. On a le bloc ultralibéral avec Emmanuel Macron, le bloc identitaire d'extrême droite, c'est comme ça que je le qualifie, avec Madame Le Pen, et ce bloc populaire que nous avons rassemblé. Mais incontestablement, nos institutions, elles prévoient la confrontation entre deux blocs. Donc il y a un problème. Il y a un problème avec les institutions de la Ve République, ça fait On va longtemps qu'on voir. le dit. Peut-être qu'elles peuvent résister, les institutions de la Ve finalement. Mais elles sont assez plastiques. elles sont peut-être plastiques, fait leurs mais preuves. en attendant, sur le papier aujourd'hui, sur le papier, avec ce que nous avons sous les yeux, le pays est ingouvernable. Au sens premier du terme, dans la mesure où Madame Borne, par exemple, si elle se présente devant l'Assemblée nationale, n'aura vraisemblablement pas la confiance. Ça dépend. Donc, si la majorité relative qu'elle a trouve des alliés à droite notamment. bah écoutez, pour On peut pas en l'instant, présager, on est d'accord. on a vu notamment Christian Jacob se prononcer pour les Républicains, rappeler qu'il était dans l'opposition, qu'il resterait dans l'opposition. Donc, en l'état de ce que les uns et les autres ont dit, le pays n'est pas gouvernable. Donc, peut-être que suggérer à Emmanuel Macron l'Assemblée constituante pour passer à la 6ème République peut être une idée. Là. Peut-être que vous lui la suggérerez quand vous l'aurez en face de vous demain. Jean-Luc Mélenchon a concédé que le résultat de dimanche soir était décevant pour la France insoumise. La NUPES espérait plus de députés. Qu'est-ce qui vous a pénalisé au final? Et est-ce que la phrase de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, n'a pas fait peur à un certain nombre d'électeurs modérés qui se sont dit mais enfin c'est excessif, c'est radical? Non, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Je commence par répondre à la deuxième partie. Sur la police tue. Incontestablement, nous, ce que nous disons, et depuis longtemps, et je pense qu'en dehors de quelques syndicats de police qui sont spécialement agités sur ces questions, je crois que beaucoup de policiers voient bien que, y compris dans le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il y a des solutions qui répondent aux problèmes que rencontre la police. Donc vous Laurence Ferrari. n'essentialisez pas les policiers en disant Mais non, les policiers tuent, on est d'accord? Et d'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon a dit ce tweet, la police tue, c'est parce qu'on a quand même, et il faut s'en émouvoir, enfin, en 4 mois, 4 morts pour refus d'obtempérer. Ce qu'on Un a refus vu sur le d'obtempérer pour Pont les Neuf. 20 minutes en France. Est-ce que ça Mais vous bien sûr que émeut? c'est un problème. C'est un problème. Hier encore, un policier blessé traînait sur plusieurs mètres. Incontestablement, c'est un C'est problème. condamnable. Bien évidemment. Ok. Par contre, Laurence Ferrari, quand vous avez une femme de 21 ans, quels que soient ses antécédents judiciaires, qui est passagère d'un véhicule et qui trouve la mort, ce pourrait être votre fille, la mienne, tout le monde doit s'en émouvoir. Et donc il y a un problème. Il y a une enquête en cours. Et plus globalement, ce que nous disons, et c'est le sens de ce que nous proposons d'un point de vue programmatique pour la police républicaine de ce pays, nous voulons un retour à une police de proximité, en finir par exemple avec la BAC, recruter des policiers. Nous avons été les premiers à l'Assemblée nationale à demander des moyens matériels pour les commissariats. Vous Bref. voulez les désarmer, les policiers?
Non, quand Jean-Luc Mélenchon dit aussi désarmer que possible, c'est pas désarmer tout court. Ça veut dire qu'on applique une doctrine qui fait que, par exemple, en manifestation, on n'a pas besoin des pratiques qui ont vu, par exemple, que les Gilets jaunes, il y a eu 32 personnes. Il n'y a plus de LBD, vous le savez. Hein, non, mais tout ça, mais y compris sur les pratiques, il y a une discussion à avoir, une refonte de la doctrine. Alors, par contre, si on revient à la question que vous me posiez sur la déception, le résultat de dimanche. Dimanche dernier, au premier tour, nous étions qualifiés dans 406 circonscriptions. Nous avions donc rendu possible la perspective d'une majorité et nous étions la seule force politique à le pouvoir. Je prends un exemple, le Rassemblement national. Madame Le Pen a commencé cette élection en disant « Monsieur Macron aura sa majorité, on n'y peut rien ». Et d'ailleurs, elle n'était pas qualifiée dans un nombre suffisant de second tour pour faire une majorité. Donc le vote Rassemblement national n'était pas en mesure, factuellement, de renverser le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est le premier parti d'opposition de France. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce en chiffres, 89 députés, c'est plus que vous, la France Insoumise. 89 députés, c'est moins que 150. Or, nous avons bâti cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Certes, elle dispose de plusieurs composantes en son sein. C'est ça. Mais il ne vous aura pas échappé que nous nous sommes regroupés, non pas pour faire une alliance de principe ou un coup opportuniste. Nous nous sommes regroupés avec un programme de 650 mesures qui est un programme de gouvernement. Mais, alors, mais oui, hier, incontestablement, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a tenté de fédérer tout le monde en disant il nous faut un groupe unique. Réponse, mais c'est niette pour le PS, le PCF, Europe Écologie Les Verts. L'alliance a déjà explosé Il y a une déception dans le résultat parce que nous avions la perspective d'une autre majorité. J'observe que d'ailleurs, c'est important de le noter, nous avons fait 6 millions de voix, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le Rassemblement national n'en fait que 3 millions, mais il gagne 55% des duels entre nous. C'est le scrutin majoritaire. Et il faut le noter par ailleurs, dans le cas de ces duels, 76% des électeurs d'Emmanuel Macron laissent faire. Et on a vu d'ailleurs que le président... Ne choisissent pas entre la NUPS et le RN. Et on a vu d'ailleurs les porte-paroles d'Emmanuel Macron depuis les 24 dernières heures qui ont été incapables pendant la campagne législative d'avoir une parole claire. Eux qui reprochaient parfois le manque de clarté à Jean-Luc Mélenchon, qui pour le coup avait été très clair pendant l'élection présidentielle, eux ils ont été incapables. Il n'y a plus de pilote dans l'avion chez la Macronie, ça a le mérite d'être clair. Donc il y a une déception en effet de ne pas être arrivé à constituer cette majorité. Pas pour nous-mêmes, Laurence Ferrari, pour les gens qui attendaient l'augmentation du SMIC, qui attendaient le blocage des prix. Jean-Luc Mélenchon a raté son coup, je dirais, de faire un groupe unique. On participe toujours aux élections pour les gagner, et là, vraisemblablement, ça n'a pas fonctionné. Mais là, sur le groupe unique auquel on dit non, vos partenaires, en disant, attendez, c'était pas dans le contrat qu'on a passé avec la NUPES. Jean-Luc Mélenchon ne fait pas une injonction, il fait une proposition. Et j'admets, et je dis, j'assume, c'est une proposition qui est nouvelle. Parce que la situation que nous avons sous les yeux est elle-même nouvelle. Jusqu'à hier soir, enfin jusqu'à dimanche soir, avant les résultats, l'idée que nous avions, c'était de fonctionner avec, en effet, plusieurs groupes à l'Assemblée, les 4 groupes, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Insoumis, et d'avoir un intergroupe parlementaire qui nous permet de travailler ensemble. Mais il y a une nouvelle donne, en effet, à l'Assemblée nationale. C'est l'arrivée du Rassemblement national avec 89, 90 parlementaires. Et donc, on a besoin de faire une démonstration, de montrer que, sans discussion possible, la première force d'opposition dans ce pays, c'est bien la nouvelle Union populaire. Mais ça ne marche pas, puisqu'ils ne veulent pas, vos partenaires. Mais ils ne veulent pas, ça se discute. Alors, Fabien Roussel dit, vraiment, on voit bien qu'on a atteint les limites dans ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais Elsa Fossillon, par exemple, du groupe communiste, dit autre chose. En fait, il est isolé au sein du PS, non, Fabien Roussel ? ce que je veux dire simplement, c'est que hier, du PC, pardon. Hier, les choses ont été dramatisées. Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition. Et supporter que l'élection vient d'avoir lieu, on puisse nous aussi discuter de la meilleure manière de s'organiser. J'ai vu d'ailleurs que dans les rangs de l'actuelle majorité très relative présidentielle, ils essayent aussi de former un groupe commun et que tout cela n'est pas gagné. Mais j'ai envie de vous dire, à la rigueur, c'est normal. On discute de la meilleure façon de s'organiser. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que la situation est très instable, qu'elle est inédite, que personne ne peut présager du fait que ça dure 5 ans. Combien de temps ça peut durer pour vous ? Et je n'en sais rien. Mais vous demandez déjà une dissolution ? Une motion de censure que vous allez déposer ? En tout cas, ce que je dis, Laurence Ferrari, c'est qu'en toute hypothèse, avec une pareille situation sous les yeux, nous devons nous tenir prêts à tout moment à concourir de nouveau à l'accession au pouvoir. Et ça veut donc dire que si, d'aventure, il devait y avoir de nouvelles élections, la nouvelle Union populaire écologique et sociale devrait de nouveau présenter sa candidature, et même sa candidature à Matignon. Voilà. Nous ne cesserons pas d'être disponibles et de nous tenir prêts à exercer les responsabilités. D'ailleurs, je vous fais un aveu, moi, ça fait 10-15 ans que je milite, et je vois que le processus de révolution citoyenne, qui est un processus lent, il est engagé. Le néolibéralisme qui a semé le chaos, le marché qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des situations d'extrême richesse concentrée, mais 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Tout ça part dans le décor.
Et donc, tôt ou tard, nous y arriverons. Le plus tôt sera le mieux, à mon avis, mais nous devons nous tenir prêts parce que tout ça n'est pas terminé. Alors, on ne peut pas présager du fond, fait que ça va durer 5 ans. Il y a la mère des batailles pour vous, ça sera celle de la retraite à 65 ans. Est-ce que vous allez faire cause commune avec le Rassemblement national qui veut la retraite à 60 ans? Pardon, mais pendant la campagne présidentielle, j'ai vu, comme vous, sans doute, Laurence Ferrari, Marine Le Pen, reculer sur cette question. Elle proposait tout un temps le droit à la retraite à 60 ans pour tous, puis finalement, elle y a renoncé pendant la campagne présidentielle. Nous proposons en effet la retraite à 60 ans. Ça fait toujours partie du programme du RN. Non, pas le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Elle le propose que pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Mais moi, vous voterez contre ce texte? Mais le texte d'Emmanuel Macron, c'est clair. C'est-à-dire que la retraite à 65 ans, c'est injuste, cruel, inefficace. Parce que la productivité a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Notez que, par exemple, un salarié d'aujourd'hui en France, à lui seul, il produit 3 fois la richesse que produisait un salarié d'il y a 50 ans. C'est donc qu'on peut financer plus de retraites avec moins de travail humain, à la condition de partager. Et c'est bien ça la question, c'est comment on partage le fruit de la richesse produite. Et quand vous voyez qu'à 62 ans, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts, qu'au sein d'une même génération, il y a des écarts de vie, d'espérance de vie considérables. Par exemple, entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années. Entre les 5% les plus riches, les 5% les plus pauvres, c'est 13 années. Et puis, dire aussi que augmenter l'âge de départ à la retraite, ça veut dire aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors et de l'autre, celui des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Les partenaires sociaux sont extrêmement inquiets d'un blocage que vous pourriez mener avec le Rassemblement national, qui est à peu près sur ces positions-là. Rien ne serait plus catastrophique, disent-ils. Est-ce que vous allez bloquer donc, cette réforme des retraites? Est-ce que vous allez bloquer la loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver début juillet devant le Parlement, normalement, si tout avance comme le souhaite en tout cas Emmanuel Macron? Est-ce que là, par exemple, sur des mesures très concrètes, indemnité alimentaire d'urgence, prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie, indexation des recettes, des retraites sur l'inflation, vous allez dire non, vous, la France Insoumise? Nous allons considérer tout cela dans le détail parce que l'objectif, c'est de soulager la vie des gens. En revanche, nous regarderons les équilibres des textes. Sur la question du pouvoir d'achat, Laurence Ferrari, moi, je ne suis pas d'accord avec la politique que mène Emmanuel Macron, celle de petits chèques dont vos téléspectateurs savent bien qu'ils sont toujours insuffisants, financés par le Trésor public pour garantir la rente privée. L'inflation. Oui, mais à ce moment-là, c'est mieux que rien. Non, mais moi, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux que rien. On a vu ce que ça a donné. C'est mieux que rien. Ça a donné, par exemple, 17 900 lits fermés à l'hôpital public parce qu'il fallait faire des économies, etc., etc. Non, sur la hausse des prix, dire une chose. La hausse des prix est en train de ronger les salaires. Et on va avoir dans ce pays une épidémie de travailleurs pauvres. Il faut donc juguler la hausse des prix. Il faut juguler la hausse des prix à la base. En bloquant Regardez, mais oui. Les prix. Pourquoi? Mais pour tout le monde. Mais bien sûr. Les plus privilégiés comme les plus pauvres. Parce que tout le monde subit l'inflation. Voilà. C'est logique. Et il y a des mesures dans notre programme qui sont redistributives. Je pense par exemple à notre réforme fiscale, à 14 tranches d'impôts, qui fait que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 payent moins, mais qu'en effet, les plus riches payent davantage. Mais il y a des mesures qui sont universelles. Je prends un autre exemple. Nous proposons que les premiers mètres cubes d'eau, qui sont indispensables à la vie, soient gratuits pour toutes et tous. C'est valable pour les très riches comme les très pauvres. Non, en revanche, pourquoi le blocage des prix, c'est important? Regardez, pendant que les Français qui nous écoutent payent parfois leur plein d'essence une centaine d'euros, 2 euros le litre à la pompe, dans le même temps, le principal fournisseur, Total, vient de réaliser le plus gros bénéfice de toute l'histoire industrielle. Et ce serait donc à l'État de garantir la rente privée? Nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, la hausse des prix de Laurence Ferrari, elle n'est pas le fait de la guerre en Ukraine ou je ne sais quoi. Elle est le fait d'une spéculation. Par exemple, le blé. À l'heure actuelle, à l'heure où l'on se parle, nous sommes en train de consommer les stocks de blé de l'an dernier. Ouais. Ça n'a donc rien à voir avec la guerre en Ukraine. Par contre, la réalité concrète pour plein de gens, c'est que par exemple, le premier prix des paquets de pâtes a augmenté de 44% en un an. Les gens sont pris à la gorge et Emmanuel Macron ne fait à peu près rien. Donc nous allons voir ce qu'il a l'intention de faire, mais nous serons aussi force de proposition, comme d'ailleurs nous l'avons été les 5 dernières années dans notre rôle d'opposant. Marine Le Pen vous a accusé de vouloir transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle mandature, même si elle ne dure que quelques mois, ce que vous me dites? Est-ce que vous allez faire de l'obstruction, du chahut? Sandrine Rousseau dit par exemple, on n'entendra pas Damien Abad lorsqu'il prendra la parole, parce qu'il a évidemment des accusations d'agression sexuelle qui pèsent sur lui. Nous honorerons le mandat qui nous a été confié. Et en démocratie, le rôle de l'opposition a une importance, même si certains le supportent mal. Voilà.
Et donc, nous ferons ce qu'il y a lieu de faire. Quand les choses vont dans le bon sens, on pourra les soutenir. Nous l'avons fait par le passé. En revanche, la réforme des retraites, oui, la fois dernière, nous avons contribué à la bloquer. Et s'il s'agit de faire travailler les Françaises et les Français plus longtemps, nous considérons que c'est injuste. Eh bien, oui, nous serons une force de blocage dans ce cas-là. Mais blocage, brouhaha, c'est ça ou pas? Mais non, il ne s'agit pas de faire... Opposition constructive? Il ne s'agit pas de faire du spectacle. Mais vous savez, Madame Le Pen, elle, plutôt que de dire que ses adversaires politiques font la ZAD, elle ferait bien de venir à l'Assemblée nationale. Parce que, par exemple, dans le débat sur la réforme des retraites, Madame Le Pen, nous ne l'avons pas vue. Elle est très économe en nombre de mots prononcés à l'Assemblée nationale, Madame Le Pen. Je vois bien l'attaque. Un tout petit mot du taux de participation très faible. Vous aviez remis en cause l'élection d'Emmanuel Macron au niveau de la participation. Pourtant, un bon nombre de vos députés, comme d'autres, ont été élus avec des taux de participation très faibles. Est-ce que, encore une fois, le fait que, par exemple, vous-même ayez été élu avec 34% de participation, ce qui est évidemment très peu, ça fait partie de cette remise en cause du système Mais la légitimité de personne n'est remise en cause, pas même celle d'Emmanuel Macron. Voilà, ce qui sort des urnes est par définition légitime. En revanche, on peut avoir un diagnostic politique sur le fait que les élections passent et se suivent avec une portion toujours plus congrue de la population qui y participe. Et nous sommes ceux qui ne supportons pas l'idée que les élections puissent se passer et qu'on s'accommode du fait que le peuple populaire n'y participe pas. Quand vous voyez le biais sociologique qu'il y a dans les élections, eh bien nous avons construit une campagne pendant 19 mois auprès des secteurs les plus populaires qui sont le plus éloignés de la vie politique. Mais ça n'a pas marché en Seine-Saint-Denis. Écoutez, vous avez tous les députés, mais avec un taux de participation extraordinairement faible. Partout où nous faisons ce travail, nous contribuons à faire reculer l'abstention, même si c'est toujours embryonnaire, même si c'est difficile. En tout cas, une chose est sûre, on a parlé des 3 blocs, Laurence Ferrari, il y en a un 4e, c'est clair, qui en proportion est très important. Et celles et ceux qui s'abstiennent, il ne s'agit pas de leur faire la leçon, ils ont plein de raisons de s'abstenir. Mais en tout cas, ils sont en capacité de faire la bascule entre ces 3 blocs. Dans une situation de blocage politique comme celle que nous avons sous les yeux, c'est elles, c'est eux. Ce sont notamment les plus jeunes qui se sont beaucoup abstenus, qui peuvent faire la différence. Et donc, nous devons continuer à convaincre et nous ne cesserons jamais de le faire parce que je crois que tôt ou tard, nous gouvernerons ce pays et que c'est nécessaire. Merci Adrien Quatennens d'être venu ce matin. Merci de m'avoir invité. Sur la matinale de CNews. À vous, Romain Desarbes, pour la suite.